Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du confinement et de la menace de division qui pèse sur notre pays entre les islamistes et l'extrême droite. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque elle a eu lieu sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Et sur cette chaîne, en fait, j'avais décidé de faire une discussion avec les gens qui la suivent dans le chat et il s'est trouvé que Dani Caligula, que peut-être vous connaissez sur YouTube ou sur Twitch, est venu dans ce live et on a donc discuté. Et puis de fil en aiguille, il y a aussi un collaborateur de François Ruffin qui s'appelle Sylvain qui est venu discuter. Et donc on a parlé aussi avec lui de cette situation globale du pays. Alors cette vidéo que je vous propose, elle a été montée par Karl qui fait les best-of Twitch de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, mais si jamais c'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder. Pareil, je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires pour que vous puissiez y accéder directement. Donc un grand merci à Karl pour cette vidéo qui est un condensé de ce qu'on s'est dit avec Dani Caligula, la personne qui travaille avec lui, et puis aussi avec Sylvain. Je vous laisse regarder cette vidéo et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Alors, j'ai voulu faire avec vous un petit live pour faire le point sur la situation dans laquelle on est maintenant. Vu que il y a eu aujourd'hui plusieurs choses en réalité, hein, c'est le premier live que je fais depuis depuis l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, et puis il y a eu aussi aujourd'hui deux événements dramatiques. Le premier événement, c'est évidemment l'attentat à Nice. Donc sur ce point, j'espère que les personnes qui étaient blessées vont aller bien et mieux. Malheureusement, j'espère aussi, je souhaite mes condoléances aux familles des victimes, et il y a eu aussi cette attaque du côté d'Avignon, où là c'est une situation différente. C'est une personne d'extrême droite donc qui s'en est pris à une personne. La police est intervenue et finalement la personne s'en est pris à la police, et la police du coup a tiré sur ce monsieur qui se présentait avec, si j'ai bien compris, une arme blanche, donc un couteau de 30 cm, quelque chose comme ça. Donc c'était pas une personne qui venait avec des intentions très correctes. Voilà, donc il y a eu ces deux événements aujourd'hui, et moi ce dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, c'est surtout d'abord de ce deuxième confinement, parce que vous le savez, moi j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps déjà sur le couvre-feu et l'échec de Macron sur le couvre-feu. Je l'avais mis sur ma chaîne YouTube. Et en fait, les arguments qui étaient ceux que j'avais utilisés dans cette vidéo, ils sont toujours corrects. C'est-à-dire que Macron nous a dit en gros que on pouvait pas prévoir cette deuxième vague. Alors il est quand même bien gratiné celui-là, parce qu'il nous dit qu'on peut pas prévoir cette deuxième vague, que en gros on va pouvoir juste aller travailler. Alors donc ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine. Toc. Je découvre les nouveaux trucs que j'ai mis et je trouve ça trop marrant. Du coup, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est effectivement que ce que nous a dit Macron, c'est c'était pas prévisible, c'est faux, et eux-mêmes l'avaient prévu. C'est ça qui est dingue, c'est que Véran, quand il a fait il avait dit qu'il montrait jusqu'à 12 000 lits de réanimation. Ils l'ont pas fait en réalité, mais c'est bien qu'ils savaient que c'était ça qu'il fallait faire. Et puis l'autre chose qu'il nous dit en gros, c'est tous les domaines heureux de la vie sont supprimés, mais on peut aller, comment il a dit, on va pouvoir aller, on va être confiné en gros, mais on va pouvoir sortir uniquement pour travailler. Voilà. Donc vous l'avez vu, pour ce confinement, les députés de la France insoumise ont voté contre de manière très claire, en disant ce que vous nous demandez,
c'est finalement un vote de confiance. Et ce vote de confiance, eh ben, nous, on vous le donne pas parce que vous Alors avez donc ça vous a plu, ça donne du courage, vous avez fait Antoine, la toc. démonstration. Ça va me déconcentrer quand même ce truc. Merci Daniel Marino pour le follow. Donc vous avez vu que les députés insoumis ont voté contre ce vote de confiance qui était demandé en réalité par la Macronie. Les gouvernements et les moments politiques dans lesquels on met toute la faute sur l'opposition, parce que là c'est ce que font les macronistes en fait. Ils disent vous êtes des irresponsables, vous êtes, je sais pas ce qu'ils nous ont dit, vous êtes dans le déni sanitaire, nous a dit Christophe Castaner. Je sais plus encore ce qu'ils nous ont dit, mais bref, tout est de notre faute en gros, si on comprend bien. Et vous proposez rien, c'est la vieille rengaine, alors même que dans toute la période où il y a eu le confinement et pas seulement le confinement après, on n'a pas cessé, nous les insoumis, de faire des propositions. On leur a proposé un plan de déconfinement très complet. Je sais plus, Adrien avait fait un tweet, Adrien Quatennens, pardon, faut que je mette les noms de famille, sinon vous n'allez pas comprendre de qui je parle. Adrien Quatennens a fait un petit tweet qui rappelait toutes les choses qu'on a proposées. Je vais aller vous le chercher, ce tweet peut-être. Ouais, ça marche. Vous voyez, face à la crise, donc Adrien, il a fait le total de tout ça. Face à la crise sanitaire, on a fait 11 propositions de loi, 5 plans, 4 guides et une commission d'enquête. Et finalement, ils ont tout refusé. Donc nous, on n'a pas arrêté en réalité de proposer des choses. Et en fait, c'est plutôt eux qui n'écoutent pas ce qu'on dit, quoi. Donc voilà, je voudrais qu'on parle de ça et moi je suis à votre disposition pour échanger dans le chat à partir de vos questions. Alors, je trouve ça ouf que islamo-gauchiste se retrouve dans la bouche d'un ministre. On est dans un délire incroyable. Chaque jour est pire que le précédent. Bah ouais, c'est ce que je disais. Tu vois, ils font Azerty, pardon. Azerty. Ils font que ça en fait. Ils nous disent vous êtes des islamo-gauchistes, mais pour éviter d'avoir à répondre sur ce qu'ils font eux. Moi, j'ai mis du temps un peu à comprendre pourquoi ils avaient été si agressifs la semaine dernière. Alors même qu'il y avait un événement dramatique, donc la mort de Samuel Paty qui a été tué par un terroriste, par une personne qui se revendique comme telle. Et j'ai honnêtement pas compris au début pourquoi il nous chargeait autant, pourquoi il disait autant islamo-gauchiste, etc. Manuel Valls qui y allait en disant qu'on était carrément complice des islamistes. Enfin, c'est la totale, alors que honnêtement, aucune personne censée dans ce pays peut réellement penser que nous serions d'une quelconque manière des gens qui se satisfont du fait que un professeur se fait tuer. Historiquement et dans ce qu'on a proposé politiquement, les professeurs ont toujours été au centre de l'attention qu'on avait et disons les islamistes comme l'extrême droite, parce qu'ils ont un objectif commun qui est de diviser la société, ont toujours été nos adversaires principaux vu qu'ils empêchent ce qu'on essaye de faire nous, à savoir la fédération populaire, la fédération du peuple, pour atteindre des objectifs collectifs communs. Je me suis creusé le ciboulot, je me dis mais pourquoi sont-ils si violents? Parce qu'en réalité ils essayent de faire en sorte qu'on parle d'autre chose que de leur responsabilité à eux. Et dans ce cas-là, ils ont une responsabilité sur la question du renseignement, sur la chaîne de décision et d'information, puisqu'il y avait eu un signalement sur la personne qui s'en est pris à Samuel Paty. Donc ils ont une responsabilité, vu que c'est eux qui sont au pouvoir, ils ont une responsabilité dans ce qui s'est passé et ils essayent de faire en sorte qu'on ne parle pas de cette responsabilité. Et pour éviter qu'on parle de cette responsabilité, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver un ennemi intérieur, donc ils s'inventent l'ennemi intérieur, la France insoumise, en disant que bah boum, nous on est les complices des méchants. Voilà, c'est ça leur solution. En réalité, ceux qui sont, et c'est malheureusement ce qu'on a vu aujourd'hui aussi, ceux qui sont les complices les plus certains de cette situation, c'est l'extrême droite, parce que l'extrême droite et les islamistes, les deux, c'est les deux faces d'une même pièce en réalité. Ils essayent de diviser la société, de faire en sorte que on regarde les autres comme à partir de leur religion. C'est-à-dire, dans le cas de l'extrême droite et dans le cas des islamistes, ils essaient qu'on se dise « Ah, cette personne-là est un musulman,
Donc, je ne peux pas l'intégrer dans la communauté nationale. Voilà ce qu'ils essayent de faire et ce qu'ils essayent de nous faire penser. Et ça, j'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, c'était le sujet pas d'une note de blog, d'une interview de Mélenchon il y a un petit moment maintenant. C'était en 2015. C'était après les attentats de novembre 2015. Et Mélenchon avait fait une note de blog. Je vais juste vous l'ouvrir pour que vous puissiez, je vais vous la mettre dans le chat si vous voulez aller la voir aussi. Hop, ça s'appelait, toc, voilà, je vous la mets dans le chat. Ça s'appelait, hop, je me l'ouvre, pardon. Ça s'appelait, donc, l'extrême droite et les islamistes ont un intérêt commun, couper la société en deux camps. Hop, je vais vous l'afficher à l'écran, ce sera plus sympa. Et vous voyez, donc on est en le 4 décembre 2015, hein. Ok. Et il disait, voilà, en fait, Jean-Luc avait fait exactement la même chose. Il avait respecté un temps d'union nationale et voilà, un moment je sais pas comment le dire, mais un moment de pause dans la polémique politique. Et cette période étant passée, il est revenu sur ce qu'on pouvait analyser de ce moment-là. Et il disait à l'époque, et c'est toujours vrai, l'extrême droite et les islamistes ont un intérêt commun, fracasser la société et la découper en deux camps, deux civilisations. Il y a une volonté d'ethniciser notre société. Ce n'est pas la première fois, je garde un souvenir cruel de la campagne présidentielle de 2012 lorsqu'elle est survenue. L'affaire Mera a effacé du tableau toutes les questions sociales, culturelles, écologiques que j'étais parvenu à introduire dans la campagne. Tout a été ramené à un conflit religieux et ethniciste. Tous les communautarismes se faisant écho, chacun y allant de son couplet venimeux. Il n'y avait plus de citoyens, il n'y avait plus de peuple, il n'y avait plus que des ouailles. C'était un souvenir très violent pour moi. À l'époque, j'avais fait le choix de continuer à parler de social et de métissage. J'ai fait un discours au Prado à Marseille dans lequel j'ai dit que par sa mixité, Marseille est la ville la plus républicaine de France et la plus française. Et vous voyez, il était déjà, il mettait le doigt sur le truc qu'on est en train de vivre maintenant. Et je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais il y a quelques jours à l'Assemblée, il a fait un discours sur la paix civile. Et c'est pareil, c'est la même idée en réalité qu'il développait dans ce discours-là. Et dans ce discours qu'il faisait sur les gens qui étaient sur les bancs d'en face, y a eu des gens pour le traiter, lui, de collabo, de je ne sais quoi encore, d'islamo-gauchiste, etc., etc. Donc voilà, j'ai mis énormément de temps à répondre à une question qui était bien plus courte qui exigeait une réponse pas forcément aussi longue que ce que j'ai fait, mais je tenais à y répondre en détail, quoi. J'ai peur qu'on ne répète ce cycle infect de Macron-Marine Le Pen. Bah moi je pense pas, je pense que les gens sont intelligents et certes, si on regarde les sondages à l'heure actuelle, les gens, tu peux avoir l'impression que ils veulent voter Le Pen ou Macron. Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Je pense que quand on arrivera dans une phase de réflexion dans le cadre de la campagne présidentielle, et ben il y a plein de gens qui vont se dire, bah finalement, ces deux personnes me proposent rien de bien différent l'un et l'autre, d'une part, et d'autre part, qu'ils ne, comment dire, non seulement ça devient similaire, mais en plus il y a un autre problème, c'est une fois qu'ils en ont fini avec leurs obsessions personnelles, qu'est-ce qu'ils nous proposent ces gens? Qu'est-ce qu'on va faire collectivement? Qu'est-ce que c'est le grand dessin? Le grand, pardon, dessin, c'est pas un mot qui est très courant. Le grand projet, projet, le grand projet qui propose à notre pays et à notre peuple. Bah, il y en a pas. Voilà, on sait pas. Macron, c'est quoi? La liberté du marché? On sait pas. Il y a pas d'objectif. Nous, les insoumis, on en propose un. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de convaincre les gens. On fait de la politique en étant je pense des gens honnêtes et je veux dire, il y a un truc moi qui m'a toujours fasciné. Bon, j'ai l'impression qu'on est les gentils. Je sais pas comment vous dire, mais ce qu'on essaye de faire, c'est
d'améliorer les choses. Je veux dire, le programme qu'on propose, nous, ce qu'on nous dit généralement, c'est pas possible, c'est pas réalisable, c'est pas finançable, ce genre de choses. Mais personne nous dit c'est mal ce que vous proposez. En réalité, enfin, en tout cas, j'ai jamais, je crois, vu quelqu'un qui nous a dit c'est mal. Ils nous disent juste c'est pas possible. Eh ben justement, pour moi, ma conception de la politique, et c'est aussi pour ça que je l'avais dit dans une vidéo que j'ai faite sur mon parcours politique sur ma chaîne YouTube. Alors donc, ça vous Pardon, a dans plu, une ça vidéo donne que du j'ai. courage à Antoine, toc. Merci Erid67 pour le follow. Donc je vous disais, une des raisons qui a fait que j'ai évolué dans mon parcours politique, c'est justement le fait que ce programme est de la France Insoumise, qui était à l'époque, qui n'existait pas, mais qui était porté par Mélenchon en 2012, il était construit et il s'adressait comment dire, à mon côté rationnel. Euh, il formait un bloc cohérent. On peut pas prendre un bout comme ça et se dire, bah, par exemple, tiens, l'augmentation du SMIC, on peut pas se dire, bah, on va augmenter le SMIC, mais indépendamment de toute autre mesure, donc ça va marcher. Non, c'est pas vrai. Si on augmente le SMIC, eh ben, il faut aussi mettre en place des mesures protectionnistes, parce que sinon, vous allez avoir des déséquilibres qui se font. Ah bon, si on met en place des mesures protectionnistes, alors il faut reproduire localement. Bah oui, il faut reproduire localement. Il faut faire en sorte que ça soit plus avantageux de produire en France que de produire ailleurs qu'en France. Et du coup, si vous faites ça, bah, en relocalisant, vous atteignez aussi des objectifs écologiques. Bref, je vous fais pas tout le détail. Mais voilà, en gros, ce qui m'avait séduit dans le programme de Mélenchon, c'était sa cohérence d'ensemble. Mélenchon, il part de ce qu'il faudrait faire, de ce qui est juste de faire politiquement. Et ensuite, on définit les moyens d'atteindre cet objectif. Moi, on a eu la même situation dans la campagne municipale qu'on a faite à Châteauroux avec Châteauroux Citoyen. On est parti vraiment des propositions des gens. Et à partir de ces propositions, ouais, je l'ai le programme, trop bien, de Châteauroux. Je vous le montre. Tac. Vous voyez, hop, on a fait ça. Ça s'appelait Châteauroux, commune du peuple, notre programme. Je suis trop content du nom du programme. Bon, donc on est parti des propositions des gens et on s'est dit, bah, comment on va faire pour que ça soit possible. Donc on a, sans rien renier de ce qu'on avait dit, on a commencé par là, et il y avait des gens qui disaient ouais, mais comment vous financez ça, nanani, nanana, à l'intérieur des gens qui soutenaient la campagne. Ouais, comment vous allez financer ça, nanani, nanana. Et on a dit, c'est pas le sujet pour l'instant. Pour l'instant, on décide de ce qui est bien de faire. Et ensuite, on définit comment on récupère des sous pour faire ce qu'il est bien de faire. Et ça a donné ce truc. Et une fois qu'on a eu fini de faire ce programme, on l'a chiffré. On a cherché des moyens de le chiffrer. On avait de la chance, on avait des gens qui avaient la compétence pour faire ce chiffrage, mais on a dit voilà où on allait faire des économies, où on allait dépenser plus d'argent, et à la fin, ça vous donne un programme. Et vous voyez, dans tout ce qu'on fait, je pense, les Insoumis, c'est un programme avec, je crois, on avait fait 39 mesures, si mes souvenirs sont bons, ou 38. Mais voilà, c'est un programme qui est... non, 34, qui est basé sur des propositions très très concrètes à chaque fois. Et pour moi, c'est ça, faire de la politique, c'est essayer bah voilà, de proposer des idées. Les gens, ils votent pour, ils votent contre, c'est leur choix. Mais en tout cas, c'est ce qui fait le sel de la vie en communauté dans une démocratie, c'est ça, à mon sens. Alors, retour à la question. S'il tape fort sur la France insoumise, c'est pas à cause des récents sondages. Ben, en tout cas, on constate un truc. Je vais vous le dire. Lors des amphis de cet été, c'est-à-dire les universités d'été de la France insoumise de cet été, Jean-Luc Mélenchon a dit la chose suivante. Sur la présidentielle de 2022, je prendrai ma décision fin octobre, et depuis il a précisé fin octobre, début novembre, là on est fin octobre, donc c'est bien qu'il ait précisé début novembre, mais du coup je trouve que c'est, comment dire, un hasard fâcheux quand même qu'il nous tape dessus aussi fort fin octobre, non, vous trouvez pas? Moi je trouve. Non? Alors, vous avez pas peur
pour les fichiers qu'ils ont pris lors de la perquisition. Normalement, l'intérêt justement d'être allé sur place, c'était de vérifier qu'ils prennent pas le fichier. On sait qu'ils ont pris a priori le fichier du parti de gauche, mais les fichiers de la France Insoumise ont été sécurisés par le fait que justement on y allait. Enfin moi j'y suis pas allé parce que j'avais la police à mon domicile en même temps et donc je pouvais pas parce que j'étais moi-même perquisitionné donc je pouvais pas y aller. Mais si j'avais pu, j'y serais allé avec mes camarades plutôt que d'être là avec des policiers armés chez moi. C'est toujours assez désagréable. A-t-on des nouvelles de ce qui a été saisi lors de la perquisition? Ben non. Et où en sommes-nous? Ben on attend. Donc vous remarquerez que contrairement à d'autres où les enquêtes avancent en général, quand on fait des perquisitions comme ça, les mises en examen... Alors donc ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine, toc. Merci Callaghan pour le follow. J'allais dire ça donne du courage les perquisitions. Non, ça donne pas du courage les perquisitions. Mais quand on fait des perquisitions de ce type-là, hein, parce que nous on a quand même eu droit à une espèce d'opération de genre dealer de drogue ou je ne sais quoi, ou enfin bon, un truc délirant. En général, vous avez assez d'éléments pour mettre les gens en examen si jamais il y a des choses à leur reprocher. Nous, on a été perquisitionnés il y a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, rien du tout. Donc voilà, on sait pas et on se dit que ils vont sans doute choisir un moment qui serait, comment dire, juste au moment des élections. Mais bon, on attend. Je vais me faire raid par Dany. Ah bon? Ah bah si on se fait raid par Dany, on va quadrupler en nombre. Mais ça serait cool qu'il passe sur le Discord Dany. Alors il y en a plein qui me regardent que ça impressionne Voilà. pas, mais moi ça m'impressionne plus. Salut Dany, merci beaucoup pour le raid et Alors, bienvenue. Donc ça vous a plu, ça donne du courage à Bienvenue Antoine, à tout le monde. toc. Alors là, ça va y aller. Merci Talwin pour le follow. Merci Happiness. Alors donc ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine, Merci toc. beaucoup pour le follow. Bon, alors la moitié était des Castelroussins, mais maintenant on est plus des Alors donc Castelroussins. ça vous a plu, ça donne... Bon, cette fois-ci, normalement, tout est en place. Alors, vous faisiez quoi? Vous Ah. discutiez de quoi? Ah bah on faisait de la radio libre là, justement, tiens. Ok, d'accord. Ça faisait un moment Vous qu'on l'avait arrivez pas fait. vous arrivez à avoir des gens que vous prenez sur le Discord au fur et à mesure, comme j'avais fait moi, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ok. Bon, bah, et vous parliez, j'imagine, du confinement, non? Ou de... Bah, Même pas pas. trop, au Eh ben, final. même pas. C'est vrai, Eh ben, vous tu vois, parliez moi de quoi? j'étais hyper surpris. Hyper surpris, les gens nous ont pas du tout parlé de ça. C'est vrai, Nous, on vous parliez s'attendait de à quoi? parler attentat et confinement parce que bah la Et en semaine, fait, on quoi. a parlé ballon de baudruche et poule de... Alors donc ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine, Bah, toc. féminisme quand même, ils sont quand même un peu gauchistes quoi, mais. En vrai, on a parlé de plein de sujets. On a parlé de féminisme, de stratégie révolutionnaire, d'extrême droite. D'extrême droite, de Eh politique, ouais, de rap. C'était plein de sérieux, quand trucs, même. hein. Ok. Mais du coup, pas de confinement, non. Mais j'avoue, Ok. du coup, c'est peut-être Bah nous, on l'occasion était d'en parler. plutôt justement sur sujet confinement et aussi beaucoup de la manière dont la Macronie, gère les choses et deux, de la manière dont elle attaque les insoumis, quoi. Ah. Ah. Ils sont durs, les macronistes, c'est sûr. Bah, Là, en ce moment, surtout, là, ils pètent un plomb. Moi, je trouve que le tournant fascistoïde, là, il est vraiment plus que flagrant, quoi. Est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Là, c'est la grande question, hein. les gens ont tellement plus confiance en réalité dans les institutions politiques, en fait, dans les institutions politiques et médiatiques, tellement plus confiance qu'ils finissent par même plus avoir confiance dans les médecins et dans les informations médicales. Et là, dans le chat, il y avait des gens qui disaient ouais, bon, cette deuxième vague, on la voit pas vraiment, etc., etc. Et moi, j'expliquais. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui, bah voilà, Estelle qui est toujours là. C'est cool du coup que tu sois toujours là, Estelle, qui travaille en hôpital et qui nous disait, bah si, vous vous rendez pas compte en fait de ce qui se passe dans les urgences, du fait que
que ça sature, qu'il y a un stress augmenté sur les services de réanimation et, euh, et que cette maladie, elle est bien réelle. Mais en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que tellement les gens n'ont plus confiance dans les institutions que même dans les institutions médicales, ils n'ont plus confiance. Et moi, il y a un autre truc qui me fait flipper, c'est que si jamais, à un moment donné, ils finissent par trouver un vaccin, bon, passons sur le fait qu'ils seront passés par des laboratoires privés, que ça va encore probablement nous coûter une fortune, plutôt que d'être un vaccin mis à disposition de tout le monde, etc., etc. Ben, si on trouve un vaccin à un moment donné, moi, une de mes craintes, c'est que les gens ne se fassent pas vacciner par peur du fait que ça soit je sais pas quoi, un faux truc, un machin pour nous contrôler, nanani, nanana. Les gens, ils s'inventent des histoires de plus en plus invraisemblables, quoi. Bah, c'est clair, mais après, moi, je trouve que ça m'étonne pas que ce soit comme ça. Et je pense aussi que là, tu as un épuisement et une rancœur. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais moi, ce qui tourne aussi beaucoup, c'est le côté de l'incompréhension de continuer à bosser, quoi. Moi, Ouais. j'entends beaucoup, quoi. Tu vois, il y a un truc, tu vois, vraiment les gens de ah, ok, d'accord, maintenant, on travaille, on est enfermé chez nous. Par contre, pour aller bosser, ça les inquiète moins et tout. Et, moi, ça m'a plus marqué que ça parlait déjà beaucoup du boulot au premier confinement. Enfin, les gens autour de moi, ils parlaient déjà beaucoup de leurs conditions de travail. Mais là, ça a été le premier truc qui a choqué. C'est la petite phrase en mode ça va continuer à travailler. Il a dit ça comme ça, un peu, je crois, ou le travail ne s'arrêtera pas. Je sais plus exactement comment il Il l'a a dit, formulé. en gros, il a dit, vous pourrez continuer à sortir uniquement pour aller travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, ça, c'est ça. Vraiment Et ça, la ça, c'est le formule. truc, tu vois. Ça, ça, c'est pas passé. J'ai senti encore plus qu'un truc un peu, tu sais, tu disais presque complotiste sur le virus, tu vois, presque une non-existence. Moi, je verrais presque plus une mise. C'est presque moins grave la maladie que de continuer à se Bah, faire traiter comme c'est ça, la tu vois. blague que tout le monde faisait en mode, oh ouais, comme si le virus il dormait, enfin, comme si Et le tu sais, il y virus il a un truc circulait de pas de 9 h à 21 h quoi. et presque de dignité, tu vois. Il y a un Ouais, truc, tu vois, de dignité, tu vois, face à ça. Tu vois, tu sais, il y a un truc de ouais, c'est bon, quoi. Là, c'est vraiment trop de foutage de gueule. Est-ce que je suis vraiment prêt Bah, à subir ça? c'est l'ironie du capitaliste qui vient nous di du capitaliste qui vient nous dire, «Vas-y, il faut que tu travailles, tout le temps et tu as plus le droit d'en plus c'est ça. d'avoir, le resto, le cinéma, voir Ouais, tes c'est amis, ta ça. famille. Faut juste travailler parce que sinon on va tous s'effondrer, mais voilà, c'est ça qui est important. Il y a que ça à faire dans la vie et tant pis pour le reste et les gens sont prêts à faire des efforts. En vrai, ils font enfin moi je vois globalement les gens ont l'air de faire beaucoup d'efforts, hein. Tout le monde a des masques dans la rue. Quand les gens ils enlèvent leur masque, c'est parce qu'ils sont avec leurs amis quoi, ou ils prennent des risques, qui sont les leurs, quoi, en mode: «Bon, si je suis avec mes 3 potes, ah, je contamine mes 3 potes, on sera tous les 3 malades et on se sentira bien con, mais au moins, je vais pas forcément prendre des risques, en voyant Ouais, des gens que je connais pas» et je voyais les gens plutôt respectueux et qui continuaient à bosser quand même, même si pour certains, ils sont probablement tombés au chômage ou quoi et je crois que là, c'était une sorte de coup dans le moral en plus de: «Ah donc ouais, c'est vraiment aussi caricatural que ce que vous disiez au début, quoi. En gros, c'est c'est ça. pas grave de prendre la ligne, C'est 13 le ça, c'est matin». ça. C'est exactement ça. Mais que les pauvres, ils crèvent, c'est pas très grave C'est tant ça. qu'on fait tourner la machine. Typiquement, les gens qui disent: «Non, je vais pas porter le masque», il y en a, ils le font par principe de liberté. Je veux dire, ça reste un positionnement philosophique, valable, hein, et légitime de se dire: «Non, non, mais je n'aime pas cette idée qu'un gouvernement m'impose, de porter ou non un accessoire, de porter ou non une tenue, parce que le pire peut commencer comme ça». Alors là, on peut se dire: «Attends, tu quand même un peu bête, on parle d'une sécurité sanitaire face à une crise». On n'est pas non plus en train de te demander de t'habiller en comme dans l'Allemagne nazie, tu vois? Enfin, bien sûr, mais il y a ça déjà qui est pas forcément un positionnement très bête, mais aussi je pense et la plupart des gens qui sont dans des logiques, complotistes, vis-à-vis du gouvernement ou autres, sont aussi dans des logiques de sentir des choses sur lesquelles ils ont pas toujours bien mis, ils ont pas les bonnes intuitions intellectuelles ou alors ils ont pas les bonnes références, ou alors ils traînent pas avec enfin, ils sont tombés sur les mauvaises vidéos YouTube ou sur les mauvaises chaînes de télé ou les mauvais bouquins, je sais pas. Mais ils ont quand même des intuitions que quelque part, on est en train de leur mettre, enfin on est en train de les Ils ont déjà un avoir. doute.
Ouais, Ils ont ils le ont doute qui est là en fait. Ils ont même déjà une envie de révolte, tu vois, une envie de dire Ouais, c'est non ça. à, C'est à ça, quelque chose qu'on leur propose. Après, ils c'est ça, choisissent les mauvaises trucs, mais le non, il est là, quoi. Il est Et hyper le fait c'est important. qu'on ça, mais parle c'est d'eux des en mode mauvais ah choix. regardez, ils sont débiles, je trouve que c'est. Non, c'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est Ah alors, oui, Oui, non, mais non, c'est après, pas ce c'est que pas toi pour tu toi, dis, c'est hein, c'est pas plus. ce que toi Mais tu c'est vrai dis, que hein, c'est je suis pas en train très souvent, de il y a, le tu sais, dire. il y a sur Twitter notamment, les gens ils se moquent beaucoup des anti-masques. Et tu vois, il y a du mépris un peu pour tout ce qui est un peu, on va dire, complotiste. Pour tous ces gens-là d'internet, il y a beaucoup de mépris pour eux, alors que je trouve que c'est une grosse erreur. Et surtout que les attitudes extrêmes que tu retrouves chez les complotistes d'internet qui peuvent aller très loin, tu vois, on parlait des hommes lézards et tout. En réalité, c'est des instincts que tu retrouves beaucoup dans la société à moindre échelle, mais qui infusent un peu quoi jusqu'à l'homéopathie. Après là, ça se trouve, je vais déclencher un débat jusqu'à l'homéopathie ou j'en sais rien, où il y a des croyances un peu comme ça, quoi. C'est intéressant de le comprendre et de se baser dessus, quoi. Et le nom, ouais, le nom, il est là, quoi. C'est vraiment, faut le retenir, quoi. ouais, je suis, en fait, je suis assez d'accord avec votre analyse sur. Il y a déjà un sentiment de révolte à l'intérieur de ça, mais si on prend un cas très spécifique, genre les anti-masques ou, enfin, les anti-masques spécifiquement, c'est le gouvernement lui-même qui les crée. Ils ont dit Hmm. d'abord que ça servait à rien, Hmm. puis ils disent que ça sert à quelque chose, puis, enfin, je veux dire, ces mecs, ils n'ont pas conscience du monde dans lequel on est maintenant. Ils n'ont pas conscience du fait que s'ils disent un coup un truc et un coup un autre truc, alors que les gens n'ont déjà plus confiance dans la vie politique de notre pays, quand il s'agit comment on dit, d'une situation sanitaire, eh ben, ça va pas avoir les mêmes effets que quand ils vont nous parler de, je sais pas quoi, supprimer l'ISF, ça va créer des emplois ou des trucs comme ça. Là, Ah ouais, les tu les penses bêtes, toi, vraiment? je, Parce que, enfin, je moi, au pense que je contraire, je me pense que suis sur dit, non, je me je suis pense dit, que oh, sur ces les dirigeants politiques, quoi. moi je pense Un que sur coup, les ils nous masques, disent que c'est pas possible parce sur que les vous masques, je pouvez pense pas qu'ils ont nous été avoir les masques. ouais, mais moi je Ouais. pense qu'ils ont été irresponsables parce que ils se sont dit on va ajuster le discours au fur et à mesure qu'on les aura pour pas passer pour enfin pour pas qu'en gros on nous accuse de pas faire notre travail correctement et ils ont pas là pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas pensé au fait que ensuite quand ils diraient si les masques c'est utile, les gens les croiraient plus. Tellement ils croient plus les politiques. Donc ouais non ça pour le coup je pense que mais il y a effectivement quelque chose chez Après, il y a peut-être, enfin, moi, j'ai les l'impression aussi dans pas mal de gens anti-masques, ils sont aussi en mode, oui, ok, je mets un masque, mais est-ce qu'ils vont nous demander d'aller bosser derrière et de nous enfermer dans des lignes de métro à 20? Je suis pas sûr que le masque, il sert à quelque chose. Tu vois, d'un côté tu sais, un ça peu me fait au penser minimum à, ça évite quoi ça me un fait peu penser à, tu sais, dans Fight Club, quand ils vont dans l'avion et qu'il lui dit, tu sais, les trucs de les respirateurs qui tombent de l'avion, ils sont là pour t'endormir si jamais il y a un accident. Du coup, si tu meurs, tu vas mourir et respirer dans le truc ne sert à rien. Tu sais, c'est Tyler Durden qui dit ouais ça ouais à l'autre personnage. Alors, ce qui est pas exactement vrai, hein, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup cette idée de ouais, ils nous mettent un masque sur le nez en nous disant que ça va nous protéger, alors qu'en fait, ils sont incapables de contenir ce virus et ils l'ont prouvé un certain nombre de fois. Alors après, ils sont moins dans des analyses politiques fines ou dans des analyses de mouvements de communication et tout. Je pense que nous, qui nous intéressons un peu plus près à la politique, tu vois. Mais je crois qu'ils ont aussi cette idée au fond d'eux et que cette suspicion, encore une fois, je la trouve plutôt légitime, quoi. Parce que moi, c'est même, tu sais, le sentiment que ça m'a donné, c'est moi sur les masques, je les ai trouvés logiques dans le sens où, comme au début, ils ont dit, vas-y, on s'en bat les couilles. Des masques, ça sert à rien parce qu'il y en avait plus et tout le monde le savait. Tout le monde était en train de dire: «Non mais vous dites ça parce qu'il y a une pénurie de masques pas et vous en avez ouais jeté 10 millions». Je sais plus combien ils en ont jeté sous Hollande, en tout cas, ils en avaient jeté un certain nombre et du coup, il y en avait plus à cause de ça et ils ont dû en fabriquer et à partir du moment où ils ont été en mesure d'en redistribuer, ils ont tout de suite dit que c'était hyper important de le porter et tout. Donc moi, je les ai trouvés, peut-être c'est pas ça a l'air pas malin en termes de communication, mais je pense qu'aussi c'est comme ça qu'ils disent: «Bon, bah, vas-y, hein, vaut mieux dire aux gens au début que ça sert à rien, sinon ils vont trop gueuler qu'ils en ont pas. Et après, quand on en aura, on leur dira que c'est utile, sinon ils vont pas les mettre». Tu sais, j'ai l'impression, encore une fois, infantilisant, hein, tu vois, mais ce truc. Mais là, ce qui m'a choqué dans le discours de Macron hier, c'est vraiment le moment où il a dit vraiment personne ne pouvait prévoir cette seconde vague. Et ouais tu sais, ça il a c'est dit insupportable 15 ça fois. Mais il a dit 15 fois, et surtout alors que tout le monde l'avait prévu. ça C'est c'est ça qui m'a. Je me suis dit, ah oui, quand même, des fois, ils sont pas finaux, hein.
Moi, je pense que s'il y a un truc lié, au confinement, qui est vraiment les gens respectent globalement les consignes, sanitaires et sont plutôt respectueux. Je pense que tout le monde est habité par des angoisses liées à la maladie, que ce soit pour l'attraper pour soi-même, pour la transmettre à ses proches. Moi, je connais un certain nombre de gens autour de moi qui sont dans des réflexions éthiques intenses à base de: «Bon, il faut absolument que j'aille faire ça, sinon je vais mettre mon asso en déroute ou alors je vais, mal assurer au taf. Mais de l'autre côté, si je fais ça, ça veut dire que ce week-end, je vais pas pouvoir voir mes parents parce que je vais pas aller voir mes parents sachant que j'ai vu 10 personnes, même avec des masques. Si j'ai vu 10 personnes dans la journée, j'ai potentiellement une chance de l'avoir attrapé, donc je vais pas retourner». J'ai l'impression que les gens sont plutôt, responsables d'un côté et que de l'autre, bah, peut-être ce qui les énerve plus que le masque et tout, je pense pas que les gens sont anti-masques, peut-être certains, quelques fous, mais on sait qu'ils sont pas nombreux, mais ils sont pas anti-masques, en mode ça sert à rien, mais sont plus dans le côté de arrêter de nous prendre pour des cons et de nous infantiliser un petit peu Ouais, mais ouais. et j'ai l'impression que ce qui est dur, c'est qu'en fait, on est solidaires. Moi, je trouve que le confinement a prouvé qu'on savait être un peuple, comment dire? Discipliné, solidaire, qu'on pouvait s'aider les uns les autres. Il suffit de se balader, dans Paris un peu tard un soir avec une dérogation pour se rendre compte à quel point vraiment, c'est très respectueux. La plupart des gens sont vraiment chez eux et tout, même dans une grande ville comme Paris, c'est assez fascinant de voir ça. Et que d'un autre côté, on les infantilise à fond en mode: «Vous pouvez pas faire ceci, vous pouvez pas faire cela, regardez, 1 mètre de distance, ceci, faites» enfin toujours plus de règles et en plus on voit que ces règles-là, elles sont assez inégales parce que ça va enfin clairement on vit pas les mêmes règles quand on vit dans le 5e ou le 11e à Paris et quand on vit en banlieue et qu'on doit rentrer et qu'il y a des flics qui viennent nous faire chier, pour Ah. vérifier, alors qu'on rentre du travail et cetera, on vit pas forcément et puis pareil, entre avoir son appartement personnel, être tout seul et vivre dans 9 mètres carrés parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent ou, être 8 parce que, bah, on vit en famille et du coup c'est dur et avoir son petit confort avec la télé, la fibre optique et tout, ça c'est rien que ça fait un confinement, différent. C'est Donc il y a clair, tous ces c'est trucs-là clair. qui, je pense, tapent un peu, sur le système et de l'autre côté, à côté d enfin, on essaie aussi de nous diviser avec ce que tu disais avec l'islam, tout ça. On essaie aussi de montrer qu'on est de plus en plus égoïste. Enfin, je trouve il y a vraiment une sorte de vision qu'on n'est pas solidaire, qu'on se respecte pas, qu'on fait n'importe quoi et je vois tout le monde s'écharper en permanence et moi, c'est le climat médiatique que je trouve anxiogène, Ouais, pareil. mais je le trouve loin de la réalité et sans en ce sens-là, je trouve que c'est pas forcément bête, ce que fait Mélenchon de dire: «Vas-y, on va essayer de parler des trucs sur lesquels on a du commun». Mais bah, malheureusement, je trouve que la doxa médiatique, elle est vachement tournée, autour de, tout ce qui nous divise, de l'aigreur, de tu sais, il y a un sentiment de déprime hivernale qui s'est abattu sur toute la France d'un coup, quoi. J'ai trouvé que dans la période, tu vois, ils ils donnaient la parole à un type comme Valls et ils ont une espèce de il y a une pratique médiatique, qui est ce qu'on appelle le bâtonnage. C'est-à-dire, les journalistes pour la plupart, enfin pour beaucoup en tout cas, ils suivent ce qu'on appelle le fil AFP. Le fil AFP, c'est en gros l'AFP qui te dit, qui met des alertes et qui met des mini-articles sur ce qui se passe en gros dans le monde, en France, etc., etc. Et les journaux, pour beaucoup, ils ont désormais un fonctionnement qui est de la production à la chaîne de l'information. Donc, ils prennent une dépêche, ils la bâtonnent, c'est ça ce que c'est de là que ça vient le bâtonnage, c'est-à-dire tu prends le truc, tu le modifies à la marge, tu changes 2 3 trucs, etc. Poum, t'en fais un titre, enfin t'en fais un article, et ensuite tu choisis ton titre en fonction des résultats de recherche dans Google Trends. Vous pouvez aller regarder ça si vous voulez, c'est passionnant. Vous faites trends.google.com et vous allez voir qu'est-ce que c'est les recherches qui sont faites dans Google en ce moment et qu'est-ce qui est lié comme thème à un thème donné. Donc si les gens se mettent à taper islamo-gauchisme, parce qu'il y a un type qu'ils ont vu quelque part qui a dit islamo-gauchiste et qu'un média se met à relayer le terme islamo-gauchiste parce qu'il voit qu'il y a des gens qui cliquent, et bah du coup le terme islamo-gauchiste est encore plus en circulation, donc les gens cliquent de plus en plus, donc c'est encore plus en circulation, et c'est un cercle vicieux pardon, qui est juste dû au fait qu'ils essayent de faire en sorte d'avoir bah voilà, du monde sur leur site internet et Ouais. la question de l'information. On a eu un exemple assez récent, on a fait même un article avec l'Insoumission, le journal que je dirige, c'est Pierre Joagneau qui a fait cet article-là. On a fait un article sur le thème le grand n'importe quoi des spéculations médiatiques sur les annonces de Macron. Sans déconner,
genre, ça se voyait que ils faisaient des articles pour que les articles existent et que des gens aillent sur leur site. T'avais une information différente par journal. Sans rire, quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, Ouais. Ouais, et puis moi, je vais vous c'est mettre ce que l'article j'aime dans pas. le chat. Nous, on en a parlé, on en a pas parlé ce soir, mais on en avait parlé mardi de l'islamo-gauchisme, tu vois. Et nous, c'est aussi ce qui nous dérange, entre guillemets, avec le thème, c'est que même la gauche se retrouve, et on est obligé parce que c'est horrible ce qui est dit. On va pas faire comme si ça n'existait pas, tu vois. Enfin, il faut répondre, il faut rassurer, il Ouais, faut, ouais. faut créer du contre-discours. Mais du coup, ça force à réagir à ces idées-là de guerre de civilisation, à ces idées qu'on se fait envahir de grands remplacements, à ces idées qu'on est conciliant avec des gens qui veulent de toute façon nous tuer. Enfin, tu vois, il y a un imaginaire séparatiste, mais que moi je trouve étouffant et qui n'est pas du tout la vision que j'ai de la France, que j'ai des Français, ou que j'ai de comment on vit ici tous et tout ensemble, quoi, musulmans ou non, tu vois. C'est pas du tout la vision que j'ai de ça, c'est pas le vécu, c'est pas les gens que je connais. Je sais qu'en plus, c'est même pas les préoccupations en vrai des Français, mais ce truc d'être enfermé dans ce bain anxiogène à longueur de journée, mais ça tape sur qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'on dise que c'est de la merde et ou pas, ça rentre un peu dans la tête quand même, quoi. Ce truc d'y penser, de le voir. Là, j'ai ouvert Twitter tout à l'heure, j'ai pas pu supporter aller sur Twitter de la journée, ne serait-ce qu'à cause des tendances, quoi. De voir que ça parlait que de ça partout, avec que des gens qui s'énervent. Et t'es en mode non, vas-y, je vais passer une meilleure journée que ça quand même. Je vais être Et entre ça et le virus, qui est un truc différent, mais je pense que ça crée un climat de. Ouais, l'hiver va être rude, quoi. Et t'imagines que moi, c'est mon métier d'aller sur Twitter, hein. Donc j'ai pas le choix. Ouais. Ah bah moi Parce aussi qu'en vrai, en là, ça me soi, saoule. hein. Mais C'est c'est pour pareil, dire, ça me j'ai saoule. abandonné. Juste, je vous dis un petit truc. Moi, je voulais aller me coucher à la base, mais Ouais, il y Ah, a, nous aussi en vrai, nous ouais, aussi en vrai. mais Ouais, nous aussi, hein. il y a mon homologue qui s'occupe des réseaux sociaux de François Ruffin, qui en fait est passé sur le live et du coup, il m'a dit ah là là, c'est cool. Ah bah tiens, Dany, il est reparti. Non, il est pas reparti. Il m'a dit ah c'est cool, tu peux. Il me dit. Je t'envie presque de pouvoir extérioriser le bordel avec une commu et je lui ai dit bah viens, tu veux extérioriser avec nous, viens. Et il m'a dit allez vas-y, donc je pense qu'il est en train d'essayer de rejoindre le Discord et quand il se sera... C'est le CM de François Ruffin, c'est ça que t'as dit? Ouais, c'est ça. Ah, mais là, tu offres un plaisir à C'est Arras, Sylvain. Et voici Mmh. Sylvain. Présente-toi Sylvain. Comme Bonsoir ça, tout le monde. Eh ben, je m'appelle Sylvain, j'ai 30 ans. T'as 30 ans? T'as que 30 ans? Bah oui, j'ai que 30 ans. Ah Mais je fais non, si vieux je que ça pensais... quand on se voit. mais je pensais que t'étais un tout petit peu plus vieux que moi. Ah, j'étais un peu content, mais en fait, c'est moi le Mais plus je sais vieux, même pas c'est de quelle dramatique, année quoi. tu es, Antoine. 89. Ah ouais, bah tu vois. Et Ah, ça me je- choque, je suis je parle- choqué, c'est moi le plus vieux, décidément, quoi. On va peut-être laisser Dany et Raz partir, parce que sinon, ils vont, je pense plus jamais revenir, parce que c'est un Oui, piège. c'est ça. C'est Euh, un scandale. Merci On est pris en à vous deux otage, d'être c'est passés, et n'importe quoi. merci pour le live, parce que, pour le live, tu vois, moi aussi, il faut que j'aille me coucher. Merci pour le raid, parce que c'était cool, ça nous a bien boosté le direct. Allez vous coucher, allez dormir. C'est important. Voilà, Ouais, c'est bah avec ça, plaisir, hein, mais ouais, quand tu en il faut. voudras, et on essaiera de passer à un Yes. moment où on est en Et, forme aussi, Ouais, c'est c'est-à-dire ça, là, quand on après, a fait un live, quoi. Et, Ouais, et, après 6 heures de live, c'est plus possible. et là, vous, on a plus, on a vous plus de cerveau. pouvez aussi faire du Among Us. Ouais, Ah, de pourquoi ouf, pas, hein. ouais. En Et vrai, voilà. moi je suis chaud. Oh, ouais. Franchement, Après, on est- Dany est hyper nul aux jeux vidéo. Mais c'est pas globalement, grave, Oh c'est là ça pas là, peut se il grave. faire. dit ça pour me provoquer. Among Us, il n'y a pas besoin d'être fort, il faut juste être. Non, Comment mais dire? même Among Faut Us être, pour Dany, faut c'est être, trop. Mais faut être c'est un roublard. boomer Faut hein, être sur les jeux roublard. vidéo, il sait pas trop. Mais Ouais, tranquille, mais- on va se marrer. Même quand t'es nul, tu t'amuses là-dessus. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime pas du tout ce narratif qui dit que je suis nul, qui s'est installé là. Donc, bon, allez les gars, Allez, à passez. Ouais, bientôt. bonne Ciao. nuit, À bonne bientôt, nuit. Salut les gars, bonne soirée. Ciao. Ouais, du coup, je sais pas si c'est un psy qu'il faut pour Twitter, mais c'est clair. En fait, après, moi, j'ai un peu, c'est triste à dire, mais je commence à avoir l'habitude de ce genre de moments. Là, il était Ouais. particulièrement violent. Des moments difficiles avec Mélenchon, on en a eu Mhm. plusieurs, tu vois, où on s'est fait taper dessus Bah oui. sévère. Merci Doppelgaming pour le follow. Mais celui-là, il est
J'avoue Ouais, mais qu'il j'ai pas la est... même, j'ai pas le même retour que toi, c'est sûr. Et puis, enfin, Ruffin est moins exposé que Jean-Luc, de manière générale. Donc, Ouais, mais c'est bon, sûr que. Mais c'est juste un truc personnel, en fait, tu vois. C'est même plus une question oui, oui, de ton député ou ta bien sûr. personnalité politique, à quel point elle est exposée, quoi. Mais... Bien sûr, ça devient un truc où ça nous... Moi, ça me blesse dans ma chair de militant politique qu'on m'accuse d'être un type qui est le pote de ceux qui coupent Mmh. la tête des profs, quoi. Ouais, ouais, c'est chaud. Parce que c'est ça quand même qu'on nous a dit. Non, mais oui, c'est ça, ouais. Et moi, ça me fout les boules parce que. Enfin, après, c'est que nous, on suit, donc, enfin, moi, je vois leur nullité, quoi. Enfin, vraiment. Mais sur la question du confinement, comme sur la question du terrorisme, en fait. Je trouve ça, mais Ouais, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes thématiques, mais au fond, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle. C'est pas pour dire que Darmanin est un mauvais ministre, tu vois. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas comment gère la police, je sais pas comment gère l'intérieur, tu vois. Enfin, je veux dire, politiquement, je l'exècre, quoi, tu vois. Mais je veux dire, au niveau du taf, j'en ai aucune foutue idée, quoi. Mais juste, aujourd'hui, on a un premier ministre, c'est le type, c'était le monsieur déconfinement, donc c'est il a ça. complètement chié sa tâche et il a été récompensé pour ça, quoi. Enfin, tu vois, pour Ouais, son échec. Et je veux dire, mais sur le terrorisme, Darmanin et Blanquer, ils sont nuls, en fait, quoi. C'est même pas que politiquement, je suis contre eux, c'est juste, enfin, c'est comme tu disais, c'est des irresponsables et ils sont, au-delà du fait que ça soit injuste, ce qu'ils infligent à une partie des gens, et dans ce pays et à l'opposition politique, bon, nous en l'occurrence, c'est juste que c'est des putains d'incompétents, quoi. Et moi, après, du coup, je me suis dit, putain, les gens, là, ça veut dire que ce soir, les gens, ils vont s'enfermer chez eux, enfin, s'enfermer à moitié parce qu'ils ont quand même le droit d'aller bosser. Et ils ouais, vont c'est ça. s'enfermer chez eux tout seuls avec leur famille. Et, euh, et ils vont s'enfermer avec 2 attentats dans la gueule en 10 jours. Enfin, t'imagines les dégâts psychologiques du bordel. Enfin bon, c'est le truc qui me faisait déprimer, quoi. Ouais, bah, je Mais comprends. moi, ça va Non, en mais vrai. je Mais comprends, mais putain, quand tu vois le choc, quoi, c'est chaud. il y a, je sais pas comment dire. Moi, après, bon, je suis un éternel optimiste. Je sais Hmm. que on va entrer dans une phase de campagne présidentielle par la force des choses, Ouais. tu vois, à un moment donné. Mhm. Et bon, il y a un risque dans cette campagne qui est que les gens s'intéressent pas à la politique. C'est que Ouais. vraiment, cette fois-ci, ça soit trop et que ils veulent pas quoi que vraiment ça fasse comme pour les élections intermédiaires, genre on s'en fout. Et du coup, si c'est ça, si vraiment les gens s'en foutent et que il n'y a pas d'intérêt renforcé pour la politique comme c'est le cas d'habitude dans une présidentielle, alors il sera très difficile pour notre camp de la gagner. Par contre, euh, je suis assez comment dire, optimiste dans le fait que les gens s'intéressent à la politique dans cette période-là, comme ils le font à chaque fois, tu vois. Il y a 3 mois où Mhm. c'est tes débats dans repas de famille, si on peut faire des repas de famille, Inch'Allah. Mhm. C'est les débats dans les repas de famille, c'est vraiment la vie tourne autour de cette présidentielle. Là, je pense que dans ce moment-là, on arrivera à convaincre le moment où les gens vont s'intéresser à la présidentielle. Nous, on considère que chaque personne qui vote pour nous est un porte-parole potentiel du programme. C'est pas Et léger t'as comme. regardé, ça n'a rien à voir, mais t'as regardé le dernier Popcorn ou pas? Eh ben, j'ai regardé De un petit. Domingo? On m'a signalé ça. Je voulais le regarder. J'ai toujours pas eu le temps de le regarder en. Ah, je l'ai maté, mais là, t'as clairement, t'as Kameto qui fait une invite, là, hein. Ça, Ah, pour faire là, si Jean-Luc, un il veut Among faire un Us. petit Among Us, je pense que On est Kameto, d'accord. J'ai entendu ça aussi. enfin, si tu lui sors les 15 secondes, il est obligé de dire oui, quoi. Eh ben, j'y pense et j'ai dit à Jean-Luc, écoute Jean-Luc, il va falloir que je te parle d'un truc, ça s'appelle Among Us. Ouais. Et on s'est pas croisé depuis. Enfin, si, plus exactement, on s'est croisé aujourd'hui. Enfin, on s'est vu aujourd'hui à l'Assemblée. C'est pour ça que je suis allé à l'Assemblée d'ailleurs. Mais on n'a pas eu le temps de causer de ça parce que du coup, il y avait trop de sujets à Oui, bah gérer. oui, bien sûr. Si quelqu'un débarque euh, sur du Among Us comme AOC est débarqué, c'est-à-dire de manière très simple, en mode je sais pas jouer, et pas Mais avec un on va gros tester. message politique de fou, parce que elle, son truc, c'était juste aller voter. Elle disait même pas pour qui aller voter, quoi. Mais bah en vrai, il n'y a pas de problème, quoi. Genre, tant que tu Ouais, tapotes pas, tant que tu tragardes pas, exactement. enfin, Mais tu... tu vois, moi, je trouve que ce qui est, y compris, on pourrait le faire en jouant à plusieurs et tout. Enfin, genre en faisant le jeu.
et que on participe juste à la partie, tu vois, le moment où il faut prendre la décision dans le jeu. Mais je trouve que justement ce jeu-là, il offre une possibilité, y compris pour le monde politique, parce que il est directement collaboratif, il est très suivi en ce moment et tout. Il y a effectivement Ocasio-Cortez qui s'en est servi, donc ça nous ouvre plein de portes qui peuvent être assez cool. Et moi, je me demandais ce qu'on pouvait faire, comme tu vois, parce que bon, avec Jean-Luc et avec le Twitchon, on est allé sur Twitch. Au final, c'est lui qui a eu l'idée de faire le react à son propre discours, ce qui était Ouais. barré, mais que ça fonctionnait parfaitement. Mais c'est lui qui a eu l'idée de faire un format qui, au final, existe sur Twitch, alors que moi, Mhm. j'étais plus parti sur on va échanger Du jeu. avec le chat. Non, j'étais Ah plus non, du parti chat. sur on va échanger avec le chat. Et justement, je voyais ça comme un moyen, et de fait c'est le cas, mais je voyais ça comme un moyen de recréer de l'horizontalité. Parce que la Mhm. politique, c'est genre, ok, moi Jean-Luc, je le connais, je sais qui il est comme personne dans la vie de tous les jours, je sais que je le vois comme une personne, entre guillemets, normale. Bien sûr. Même si j'ai du mal aussi à le voir comme une personne normale, parce que je me dis quand même qu'il est balèze, quoi. Je pense que genre, vraiment, les gens pourraient voir ce qu'il est au quotidien, Jean-Luc. Ceux qui le détestent, en tout cas, seraient surpris. Ceux qui l'aiment bien, j'imagine, il aime bien, pas pour des raisons hasardeuses. Et l'autre truc qui, moi, comment dire, me rend dingo, c'est à quel point il est marrant. Enfin, je veux dire, il a un humour qui est décapant, il est extrêmement drôle, etc. Et genre, il a toujours le goût de la blague. Et ça se voit, je pense, sur les revues de la semaine. Et ça, c'est un des trucs dont je suis le plus content. Mhm. C'est que dans les revues de la semaine, comme il y a une relation de confiance entre lui et moi, il sait qu'il peut dire des choses et que c'est safe comme endroit. C'est pas genre, je vais lui poser une question qui va essayer de le mettre en défaut ou je sais pas quoi. Et l'idée est que ça soit un moment où il peut s'exprimer librement sur ce qu'il a envie de dire, donc il se laisse aussi aller à plus d'humour, à plus voilà ouais, d'humour pour dire les choses simplement. Mais c'est genre, il est comme ça tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, et ça, c'est une partie de sa personnalité qui est que les médias ne peuvent pas rendre, et ils rendent même l'inverse. Ils donnent l'impression d'un type qui est méchant, je sais pas quoi, agressif, nanani nanana. Mais t'as vu les Mhm. dispositifs qu'ils nous mettent en place quand on va chez eux? C'est genre, t'as l'impression que tu passes à genre, comment ça s'appelait là, tu sais, le truc du Moyen-Âge où on te torture avec une plume sous le pied, enfin, jusqu'à ce que tu deviennes fou, quoi. Le supplice de la goutte d'eau, voilà, c'est celui-là. Ouais, le Ploc, supplice de la ploc, goutte. Ouais. ploc, ploc, et au bout d'un moment, tu deviens fou et on dit, ah bah pourquoi vous vous agacez? Ben mec, ça fait une demi-heure que t'es en train de me demander si je suis islamo-gauchiste. Vas-y, viens, on échange les rôles et puis tu vas voir, tu vois. Alors attends, j'ai une requête. J'aimerais dire un truc constructif en vocal, si c'est possible, 2 phrases, après je pars, que ça peut être intéressant dans la discussion. Ok, faut aller sur mon Discord du coup. Moi, j'ai milité activement pour Jean-Luc pendant les dernières élections présidentielles, etc. Je peux Ouais, pas encore voter parce que je suis un immigrant grec ici. ok. Juste moi, ce que je remarque dans mon milieu, c'est qu'en fait, les gens ont peur d'interagir avec Jean-Luc parce que il y a certaines scènes qui sont prises, même hors contexte, etc. Je comprends, hein, mais quand on voit certaines vidéos YouTube ou certains passages, etc. Par exemple, le fameux La République c'est moi, Ouais. ou alors certaines interactions qui existent déjà, qui sont assez, on voit Jean-Luc quand même assez remonté, etc. Il peut impressionner certaines personnes. Et moi, ce que je remarque dans mon entourage, c'est que les gens, même les gens qui adorent Jean-Luc et qui vont voter pour lui, me disent en fait, moi, j'aimerais pas le rencontrer ou débattre avec lui parce que j'ai peur vraiment qu'il me remballe et qu'il me. Ah ouais, c'est marrant. Bah tu vois, alors là Ouais. pour le coup, clairement c'est ce que je disais sur l'image qui existe de lui et qui est fausse en fait. Jean-Luc vraiment si tu regardes par exemple son équipe, euh, elle est composée de gens qui ont moi je suis un des plus vieux, tu vois, j'ai Ouais, ils 31 sont ans, jeunes. Hein. Ah ouais. et il a cette je sais pas comment dire, il a cette manière d'être avec les gens qui fait que il va plutôt être quelqu'un qui essaye de te faire grandir
qui essaye de te, tu vois, t'apprendre des trucs. Il est plutôt, voilà, si je devais le définir, il est plutôt comme un prof que comme que comme un journaliste ou une personne qui va essayer de pousser dans tes retranchements ou je sais pas quoi, de te prendre à défaut. C'est l'inverse en fait. Pendant la première année à l'Assemblée, je m'occupais encore des relations presse et je devais me battre avec les journalistes pour qu'ils enlèvent de leurs articles sur le web que François fasse un coup de gueule. Tu vois, François, c'est pas le colérique. Je pense que Jean-Luc peut avoir plus cette image à la limite de colérique que François. Mais par contre, le coup de gueule, tu vois. François, c'est du coup de Ouais, gueule. c'est ça. Les AESH, coup de gueule. Ouais, Les t'as femmes de raison. ménage, T'as coup de raison. gueule. C'est vrai. Macron, J'avais jamais les fait Gilets jaunes, gaffe. coup de gueule. Et il y a un moment, bah non, en fait, c'est de l'expression politique, tu vois. C'est pas François, il se lève pas le matin en faisant des coups de gueule, quoi. Enfin, Ouais. et en fait, ils sont obligés de te rentrer dans des cases comme ça. Et toi-même, bon, alors Jean-Luc, ça fait longtemps qu'il est en politique, mais même nous, tu vois, il y a un moment, tu te ranges même si tu fais gaffe, tu te ranges intuitivement dans des briques, Ouais, c'est vrai. qui sont comme ça parce que les coups de gueule à la fin, ils marchent. Alors, je te dis pas qu'on les programme, hein, mais pas du tout. Mais voilà, il y a un moment, tu t'habitues, tu t'adoucis aussi, tu répètes des trucs que tu as déjà fait. Enfin, voilà, c'est un peu ça peut facilement être ton quotidien de vivre dans des beaux salons au Palais de Bourbon, quoi. Et donc, tu te Ouais, ranges dans cette case-là, quoi. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est Et vrai, moi, il y a. je trouve en l'occurrence, Twitch, tu vois, alors je pense que YouTube pour Mélenchon et pour Jean-Luc et pour François aussi, mais ça permet de casser des barrières, comme tu disais, Antoine, des intermédiaires, tu vois, entre les gens et la personnalité avec laquelle on bosse. Et je pense que Twitch, c'est encore plus C'est efficace, encore parce que exact. c'est dans de l'interaction directe, quoi. Exactement, et il y a le fonctionnement du raid qui permet en fait, qui va, où tu vas, d'un coup, tu t'imposes quelque part, mais c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, Ouais, carrément. c'est comme si c'est comme si t'es genre, tu vas chez tes voisins, tu frappes, bonjour, on est 2000, mais c'est sympa, c'est genre, il y a pas de ménage à faire, il y a pas c'est pas genre, on n'avait pas pris assez de chips ou je sais pas quoi, non, c'est cool, il y a pas de problème associé à ça. Bon, du coup, en parlant de raid, je pense que c'est une excellente On va y aller. transition pour aller dormir. Merci beaucoup, en tout cas, bonne soirée à vous. Et on Ouais, kiffe les bonne voir, soirée à Salut, toi, mec. salut, ouais, salut. mon gars. Voilà, alors comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi du coup à aller voir ma chaîne Twitch, à vous y abonner. Je vous redis que je mets le lien dans la description de la vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés. Et puis, vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne Best of Twitch de Jean-Luc Mélenchon. Pareil, je vais vous mettre un petit lien d'abonnement et puis je vais mettre une bulle quelque part par ici pour que vous puissiez la trouver facilement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!